Ouais, il a vu mon dentiste. Mon dentiste, il a dit, c'est pas grave, c'est des dents de lait. Oui, il y a des caries, oui, mais c'est pas ça. Ouais, ça c'est chaud. Et ce truc-là de rendre secondaire à la bouche de l'enfant fait que aussi, dans la pratique, c'est catastrophique, puisque vous intégrez un truc où vous allez le recevoir au fauteuil, ouais, bon, tant pis. Ouais, mais il dit ça parce qu'il a pas envie de s'en occuper. Il y a une part de ça. Tu vois, c'est une excuse, c'est comme, je sais pas faire. Ouais, tu vois, il y a une part de c'est pas dit directement. Et vraiment, le parent qui rentre, je lui dis, est-ce qu'il grignote? Ah bah, il fait que ça, il mange des bonbons, des gâteaux toute la journée. Je regarde le petit, il a 3 ans, il arrive même pas à comprendre ce qu'il fait. Je dis, mais vous doutez bien que c'est pas lui qui va contrôler ça. Je dis, quand vous avez une pulsion déjà, vous allez manger un Kinder, est-ce que vous allez vous contrôler? Vous pensez qu'un enfant de 5 ans, 3 ans, qui a accès au placard, bon, déjà à 3 ans, il a accès au placard, je trouve que c'est une folie. Et je me rappelle, la première fois que j'ai travaillé au fauteuil, j'avais l'impression que mon assistante me jugeait. Je me suis dit, mais en fait là, elle est en train de regarder ce que je fais, elle va voir que je fais de la merde. Elle est là pour t'assister. Évidemment, elle voit si tu travailles de manière totalement désinvolte, vraiment tu dis ouais je m'en fous, je mets pas ma digue, allez c'est bon, pas mal et tout ça, elles vont le voir. Et par contre la partie technique elle le voit pas du tout. Le reproche il est fait en médecine aussi, mais en face de toi t'as une machine à réparer, t'as plus un humain. En fait c'est tellement devenu une habitude que tu vas juste dire bon bah vas-y je fais ce que j'ai à faire et le patient il est déshumanisé. On se retrouve aujourd'hui pour un entretien particulier avec un praticien également particulier, le docteur Moussa Guedjal, qui est pédodontiste, c'est-à-dire qu'il a basé son exercice sur les enfants. Il travaille sur Paris, plus précisément à Créteil, et il va se présenter un petit peu succinctement comment est-ce qu'il en est arrivé là, pourquoi il a choisi cette spécialité, et voilà, son parcours. Je t'en prie, Moussa. Bah écoute, je te remercie déjà pour l'invitation. Enchanté, je suis docteur Guedjal. Effectivement, comme tu l'as dit, je travaille avec les enfants. Donc spécialité en odontologie pédiatrique. J'ai mis en place un cabinet un peu particulier dont on pourra discuter après. Et ça fait maintenant 2 ans et demi que je pratique cette spécialité. Ça te plaît? Ça me plaît toujours autant. Comme je te l'ai dit un peu avant, c'est quelque chose qui est... La pratique en odontologie pédiatrique, elle est très redondante. Mais pourtant, les journées, elles sont jamais les mêmes. Tu découvres toujours plein de types de personnalités. Les enfants, ils sont très expressifs. Donc, c'est toujours rempli. Tu t'ennuies pas, ouais. Non. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette spécialité? Parce que, normalement, habituellement, c'est une spécialité qui est plutôt féminine. Et puis, les enfants, c'est pas non plus... c'est des tempêtes, quoi. Ouais. Donc, il faut savoir gérer. Ça, c'est sûr. Alors... les 2 critères qui m'ont lancé, on va dire si je devais cerner deux raisons qui m'ont poussé à faire de l'odontologie pédiatrique. D'abord, c'est ma pratique à l'hôpital. En fait, j'ai travaillé... moi, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup la manière dont est formé dont le système scolaire fonctionne. J'ai du mal, en tout cas, moi, à bien rentrer dans les cadres. Au niveau de l'apprentissage, je suis très autodidacte. Donc, je suis plus du genre à explorer par moi-même, à me chercher et à trouver ce que j'aime. Et on va dire à l'hôpital, moi, j'étais un peu cet électron libre qui testait un peu tout. Je savais très tôt ce que je voulais pas faire. Tout ce qui était endo, tout ce qui était prothèse, c'était pas pour moi. Je me suis essayé à la chir. J'aimais bien. Mais je trouvais qu'il manquait un peu cet aspect humain-social qu'on a, en tout cas cette énergie humaine que tu mets. Et en travaillant avec donc ma tutrice de thèse d'ailleurs que je salue qui est docteur Lagarde, qui était donc du coup un peu la spécialiste une des spécialistes pédodontie de là où je travaillais donc à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. J'ai pris goût petit à petit, j'ai vu que j'avais une fibre avec les enfants. J'étais très à l'aise. Je me rappelle d'une fois où je travaillais avec ce docteur-là. On avait une patiente qui était un peu compliquée. Elle était vraiment en fauteuil, elle était très stressée. On l'a soignée sous Méopa. Et il y a eu Tu peux rappeler ce que c'est? Ouais, alors le Méopa, c'est un médicament et non un gaz, on n'aime pas ce mot-là. Donc mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote, qui est donc un médicament qui va déstresser le patient, diminuer la sensation et qui va nous permettre de soigner les patients très anxieux. Donc on pourrait y revenir, mais j'utilise assez au quotidien dans ma pratique. Et donc ce jour-là, on faisait ce soin sous Méopa. Et je me rappelle qu'il y a eu un laps de temps où, du coup, la prof qui était avec moi devait se concentrer sur sa technique. Et j'ai eu vraiment un échange avec la petite où j'étais vraiment en train de capter son attention. Et à ce moment-là, il y a une des chargées du service qui était là,
qui m'a vu et qui m'a dit, je pense vraiment que tu as une fibre avec les enfants, que tu as un truc, que tu devrais explorer ça. Et je pense que ça a été un de mes premiers déclics, cette expérience-là. Et puis aussi, une de mes expériences qui a été mon job étudiant. J'ai travaillé pendant 3 ans et demi donc à Disney. Je travaillais à Attraction Pirates des Caraïbes. C'est hyper drôle. Ouais, ça c'est improbable. Ouais. Et c'était mon job étudiant les week-ends. J'en étais très fier et je prenais beaucoup de plaisir en fait à travailler là-bas. Ça me permettait même, moi j'ai une énergie, voilà, j'aime beaucoup. Je suis très présent, on va dire. Donc c'était un endroit où je pouvais vraiment me défouler et je me suis rendu compte que je prenais vraiment beaucoup de plaisir à échanger avec les enfants. Que pareil, il y avait une fibre, qu'il y avait un truc, qu'ils ont cette, on va dire, cet esprit créatif qu'on perd avec le temps. La curiosité. Ouais, curiosité, une créativité. Et moi j'aime beaucoup ça. Enfin, en tout cas, je l'ai conservé. Et donc, on va dire qu'il y a un échange naturel qui se fait. Et je me suis dit, en fait, je pense que j'ai trouvé ma spécialité. Ouais. Et donc, on va dire, sur ma dernière année de pratique, je prenais que des enfants. Du coup, comment tu t'as fait ce stage-là, ça t'a un petit peu ouvert les yeux. Comment ça se passait en fait là-bas? Moi, je suis hyper curieux en fait. C'est ça qui m'interroge. C'est le fait d'avoir été plongé dans ce milieu un peu Disney, enfant, qui t'a rapproché de toi comment t'étais plus jeune, ou tu t'es retrouvé dans les enfants en face de toi, ou tu t'es dit c'est un truc qui demande un challenge et du coup vas-y, je vais le faire à fond. C'est les deux. En fait, déjà à Disney, quand tu travailles, de toute façon, toute personne qui a visité, tu te rends compte que tout est construit pour que tu ne fasses plus partie du monde réel, mais que tu sois déjà dans un autre univers. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Où tu peux être vraiment très à l'aise, tu peux utiliser ton imagination. J'avais déjà ce premier challenge où des fois, tu avais des petits qui étaient un peu stressés par l'attraction. Et j'aimais bien un peu surmonter ce truc-là, de me dire, moi, je vais leur donner envie de la faire. Je vais parler avec eux. Et d'ailleurs, ça a été peut-être une des premières fibres que j'ai développées où j'ai réussi à avoir cet échange avec les enfants, à les rassurer, vraiment à diminuer leur anxiété. Pareil, je me suis dit ça, je suis assez fort là-dedans. C'est naturel. Donc, je vais l'utiliser dans ma pratique. Et puis, comme je t'ai dit, moi, j'aime beaucoup l'aspect créatif. J'aime beaucoup l'implication que mettait Disney. Et c'est ce qui m'a aussi, d'ailleurs, orienté vers la construction de mon cabinet tel qu'il est aujourd'hui. On pourra discuter après. Oui. J'aime beaucoup l'implication qu'ils ont dans ce truc de on va te faire vivre l'histoire à fond. Donc, on va créer des décors, on va mettre des personnes à ton service, on va mettre du son, de la musique, on va créer tout un univers pour que l'histoire qu'on te raconte à ce moment-là, t'y crois. Un mini-film. Et ça m'a beaucoup parlé. J'aime beaucoup le cinéma, donc pareil, c'est quelque chose qui, voilà, c'est rentré en interaction. Alors forcément, je me suis dit, comment je pourrais intégrer ça dans ma pratique quotidienne? Et c'est là où je me suis dit, les enfants, c'est le lien commun, en fait, entre les deux. Entre les deux, il y a tout ce que j'aime, on va dire, dans la pratique, dans mon métier. Je me suis dit, on y va. Ouais, donc 2 ans, parfait, hein, ça c'est nickel. Du coup, t'as commencé direct comme ça, t'as fait pédodontie, t'as jamais pratiqué. Je suis rentré, écoute, je suis rentré ici pendant mon stage actif. Donc ce cabinet-là, qui n'était pas du tout comme ça avant, qui s'est beaucoup agrandi avec le temps. Donc je faisais ma dernière année et mon stage actif, je l'ai fait ici et je leur ai dit, moi je travaille avec les enfants. Et quand j'étais, du coup, sur ma dernière année d'externat, donc en T1, le service savait que c'était vers moi qu'il fallait orienter les enfants. Le chef de service le savait aussi et tout. Ouais, c'est ça. On savait que c'était, lui, il part sur ça. Et ils étaient surpris au départ que tu fasses ça. Il t'a dit, fais gaffe. Les deux. En fait, il faut savoir, comme je t'ai dit, comme je suis quelqu'un qui a ce truc d'électron libre qui était pas très scolaire, il y avait un peu ce truc-là de est-ce qu'il va vraiment se plaire en dentaire. Les profs se demandaient vraiment est-ce qu'il vraiment il va s'y plaire, quoi. Et quand ils ont vu que je commençais à prouver, et ça s'est fait très rapidement. On a vraiment eu une transition brutale de Moussa, il est un peu dans le service, il fait ses trucs, mais il n'arrive pas à savoir ce qu'il aime. Moussa, il a trouvé sa spécialité. Ah ouais. C'était un virage à 180 degrés. Il y a eu des profs qui m'ont dit fais attention, parce que peut-être que t'aimes ça sur le moment et en fait ça va te dégoûter de la spécialité. Moi, j'aurais dit en vrai, je pense avoir assez de recul sur ce que je fais pour me dire non, c'est ça que je veux faire. Et donc il y avait ça, et puis il y avait aussi un soulagement, on va dire, de ouais, c'est bon, il a trouvé ce qu'il voulait.
Ouais, ça rend anxieux. C'est comme quand à 18 ans, on te dit, tu veux faire quoi Ouais, comme travail? exactement. Puis je parlais beaucoup avec les externes du service. Ils me disaient, moi, je me vois pas faire Omni. Il y en a beaucoup qui me disaient, franchement, Omni, ça me dit rien. Et qui se retrouvaient un peu, encore une fois, ils avaient leur métier, mais ils savaient pas encore quoi faire comme spécialité de leur métier. Et comme t'as dit, comme à 18 ans, qu'est-ce que je vais faire? Bon, mais je vais essayer un peu d'Omni, je vais essayer un peu de ça, un peu de ça. Et c'est vrai ça, que tu l'as fait. Ouais. Et puis, ça t'a pas plu. Bah, je me suis servi très rapidement, on va dire, du tremplin qui était l'externat, en me disant, non, faut que je bifurque sur ce que j'aime. Et du coup, en quoi ça change par rapport à la spécialité dentiste classique, on va dire, la pédonoucie? Bah, si tu veux, c'est l'énergie que tu vas mettre. Moi, je considère, c'est assez basique, hein. T'as une jauge d'énergie par jour. Tu vas orienter soit vers la technique, soit vers l'aspect humain de la chose. Ça fait très développement personnel. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, c'est assez, assez basique. Mais c'est l'idée. C'est comme ça que tu perçois le truc. C'est que, allez, on va dire l'énergie, tu vas la mettre dans la technique. Moi, j'aime pas ça. Comme je t'ai dit, une fois que t'as fait ta première endo, ta lime elle a cassé, t'as fait ton premier coffrage en prothèse, je peux pas. J'arrive pas, en tout cas en termes de contraintes. Et je trouvais que l'énergie, quitte à la mettre quelque part, bah je préfère la mettre avec l'enfant et mettre ce temps-là. Et des fois, ça m'épuise. Hein. Je pense peut-être beaucoup plus au final que le fait de faire juste de la technique et de dire bah allez cette lime, je vais aller la chercher et tant pis. Mais c'est plus facile pour moi. Il y a moins de, on va dire, ça te vient plus naturellement. Voilà, c'est plus une seconde nature de me dire, bah là, le petit, je vais le rassurer, je vais parler avec lui, je vais l'amener dans un autre univers pour le détacher du soin. Je vais gérer son anxiété, je vais le faire monter au fauteuil, je vais lutter, parce que des fois, juste monter au fauteuil, c'est un combat. Mais cette énergie, je me dis, bah, je préfère la mettre là-dedans. Et donc, bah, au final, c'est beaucoup plus confortable comme ça. Est-ce que tu es du même avis que beaucoup de praticiens qui soignent des enfants, qui vont plutôt avoir tendance de dire que la plupart de l'anxiété qu'ils ont vient des parents, c'est communiqué par les parents? T'es de cet avis? Je pense qu'il y a une bonne part des parents. Ouais. Je pense qu'il y a une bonne part des parents, des frères et sœurs, de l'école. Parce qu'il y a cette, si tu veux, le dentiste, c'est un peu le père Fouettard. Hein. Ouais. C'est un peu ce truc de, si tu manges des bonbons, c'est pas tu vas avoir des caries, c'est tu vas aller chez le dentiste. Donc il y a un peu cette association de punition. Il y a beaucoup aussi de mauvais langage. Moi, je lutte contre ça. C'est-à-dire que les parents, ils ont ce truc-là de, la piqûre, arracher, va t'arracher la dent. C'est devenu naturel. Et moi, vraiment, des fois, je leur dis, quand vous allez faire une opération chez le chirurgien, vous dites pas, je vais me faire ouvrir. Donc c'est pareil. La dent, faut pas le dire au petit. Le petit, il associe ça à un truc déjà qui est brutal. La piqûre, même chose. Donc oui, les parents, ils ont un rôle. Mais je pense aussi que le praticien, il a un rôle. Et praticien, pas que dentaire. Hein. Parce que le petit, moi en tout cas, j'ai remarqué que déjà dès 2-3 ans, ils sont vraiment capables de discerner un soignant du reste de la population. D'accord. Le masque, la blouse, la tenue, ils l'associent tout de suite. Donc si jamais l'infirmière, un jour, elle a fait n'importe quoi au vaccin, ou le médecin, peu importe, c'est fini, c'est rentré. Donc l'environnement joue, mais les expériences, elles jouent énormément. Et les petits, ils intègrent très très rapidement. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Je suis un peu ce truc charnière. On va dire, si tu prends bien en charge, t'es cet élément, on va dire, canon, déclencheur, qui va faire que le petit n'aura plus peur, ou en tout cas, va vraiment relativiser par la suite. Donc les dentistes qui disent que les parents jouent un rôle, ils ont raison, mais aussi ils jouent un grand rôle. Et ils peuvent, on va dire, entre guillemets, soigner cette peur. Et toi, ça t'arrive que ça marche pas du tout avec des enfants? Alors, ça va être prétentieux, mais c'est très rare. Ouais. C'est très très rare. Ça t'est déjà arrivé du coup? Ça m'est déjà arrivé. Pour que ça m'arrive, ça va être soit du patient handicapé, autiste, qui peut vraiment pas en fait, parce que on va dire, j'ai une certaine aisance à faire relativiser l'enfant et à réussir, on va dire, à intégrer le rationnel dans son imaginaire et vraiment lui expliquer que des fois, ce qu'on va faire, c'est rien du tout. J'ai une méthode aussi qui fait que, on va dire, je lui laisse les clés en main, mais en même temps, c'est moi qui ai le contrôle. Je dis voilà, je vais te montrer. Donc, on va dire première consultation. Le petit va venir au fauteuil. Déjà, moi, j'arrive un peu à discerner le petit qui va vraiment rester dans les jupons, celui qui va être un peu plus à l'aise. C'est vrai que ça se voit. Celui, ça se voit tout de suite. Ça se voit. Tu le vois tout de suite. Et puis t'as les profils. Quand il rentre avec papa, quand il rentre avec maman, quand c'est une petite fille, quand c'est un petit garçon. Tu vois les échanges. Tu vois que parfois c'est le parent qui empêche l'enfant de se manifester.
et qui le Qui parle à sa place. qui parle à sa place, qui le couvre, qui l'empêche de s'exprimer. Ouais. Des fois, c'est le petit qui va juste se réfugier. En général, ce que je fais, c'est que je vais me mettre à leur hauteur et lui dire, voilà, tu peux venir au fauteuil. Je vais te montrer tout ce que je vais faire. Il y a rien que tu ne sauras pas, parce que c'est un des piliers, on va dire, de leur anxiété. Si tu veux pas faire un truc, on ne fera pas. De l'inconnu. Ouais. Bah, on va dire, on va y venir, parce que pour moi, les 2 points essentiels qui font que tu peux gérer l'anxiété, parmi ça, il y a l'inconnu. La gestion de comment tu vas lui présenter l'inconnu. Une fois que tu lui as expliqué ça part tout seul. Le petit, il va monter au fauteuil. Ouais, ok, d'accord. Puis tu fais des analogies, tu fais des trucs, tu lui montres. Donc, globalement, en tout cas, dans l'idée, ouais, j'arrive à faire en sorte qu'il puisse monter au fauteuil. Et une fois que t'as fait ça, c'est bon, tu leur montres et ça part tout seul. Un praticien qui fait pas des soins au quotidien sur les enfants, pour améliorer sa pratique, quelles sont les pistes d'amélioration selon toi? De ce que tu as vu, en tout cas, peut-être d'autres praticiens, où tu t'es dit, ah, ça c'est abusé, comment ils gèrent les patients. Déjà, c'est la patience. Ouais. C'est la patience. C'est un tout petit peu. Et moi, je pense sincèrement, je le dis aux praticiens, si vous faites cet effort avec les enfants, même avec les adultes, vous allez intégrer un truc qui va rassurer les adultes de manière inconsciente. Parce que, voilà, pareil, une porte ouverte, mais les adultes sont des enfants qui ont, on va dire, amené avec eux leur trauma, qui les ont intégrés, dont ils sont même plus conscients. C'est vraiment du conditionnement. Et en fait, si vous apprenez à déconstruire un peu, c'est de la psychologie, mais vous apprenez un peu à déconstruire ce truc-là chez l'enfant, vous allez réussir à le déconstruire chez l'adulte. Donc déjà, ça vous rendra service. La patience est importante. Et le fait aussi de, je pense, prendre au sérieux les enfants, que ce soit déjà sur l'aspect comportement et que ce soit aussi sur l'aspect hygiène bucco-dentaire. Parce moi, j'ai beaucoup de parents qui viennent, qui me disent, ouais, il a vu mon dentiste. Mon dentiste, il a dit, c'est pas grave, c'est des dents de lait. Oui, il y a des caries, oui, mais c'est bon, ça va. Ouais, ça c'est chaud. Et ce truc-là de rendre secondaire à la bouche de l'enfant fait que aussi, dans la pratique, c'est catastrophique, parce que vous intégrez un truc où vous allez le recevoir au fauteuil, ouais, bon, tant pis. Ouais, mais il dit ça parce qu'il a pas envie de s'en occuper. Il y a une part de ça. Tu vois, c'est une excuse, c'est comme, ah, je sais pas faire. Ouais, tu vois. Il y a une part de fuite. C'est pas dit directement. T'es présent sur les réseaux, sur TikTok. Ouais. Et j'ai regardé un petit peu dans les commentaires. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a énormément de parents qui parlent et qui disent, vous êtes situé où? C'est-à-dire que et il demande, moi aussi j'aurais besoin d'un cabinet comme ça. Parce que quand on regarde les vidéos que tu produis, ce qui est intéressant, c'est que déjà t'es plongé dans le noir. Ça c'est vraiment très particulier. On se croirait au cinéma presque. Et donc toi tu m'as dit que c'est un environnement qui te convient plus que plein phare, pleine lumière. C'est très agressif. Donc ça déjà ça aide le patient. Tu me coupes, tu m'interromps. Là t'es bon, c'est tout à fait. Et du coup dans les commentaires t'as énormément de personnes adultes qui seraient intéressées par ce type de soins. C'est ça qui est très étonnant, c'est que comme tu disais, c'est calmant, apaisant pour les enfants, mais également on le voit aussi bien sûr. Par ruissellement sur les parents. De toute façon, moi je pense qu'une des raisons pour lesquelles les gens aiment beaucoup ce que je propose, on va dire sur le réseau, effectivement il y a cet aspect, c'est très original de voir ça, mais c'est surtout parce que moi dans ma communication et même dans ma pratique, je mets l'accent sur la gestion de l'anxiété. C'est le pilier de ma pratique. Et les gens le ressentent, et en fait, je pense que ça devrait être le pilier de tous les dentistes. On voit beaucoup de prats qui sont sur les réseaux, qui font de l'éducation, ce qui est très important. C'est assez redondant, mais c'est important. C'est souvent la même chose. Ils font de l'éducation, bon, ils font du contenu, ça c'est autre chose, mais aussi, ils mettent l'accent sur leurs compétences techniques. Honnêtement, hormis ce qui est vraiment visuel, c'est-à-dire l'esthétique. Le patient, il voit quelqu'un qui est capable de te faire un vrai composite stratifié avec quelque chose de vraiment très très beau sur les dents antérieures, il va le voir. Par contre, le patient à qui tu dis, moi j'ai fait telle formation de pilier implantaire, j'ai été à New York, j'ai fait ça, le patient il s'en fout. Le patient il s'en fout, il veut juste savoir comment il va être pris en charge. Effectivement, en secondaire, après, quand il voit ton professionnalisme et qu'il voit que tes techniques, elles sont carrées, il va être rassuré. Mais moi, je pense... comment il le juge. Moi, c'est vraiment ça. Exactement. J'allais te le dire. J'allais te dire, mais le patient, en vrai, tu peux juste le convaincre. Et des fois, il suffit juste d'être un beau parleur, de le rassurer, de montrer que t'es confiant. Il va dire, ah ouais, lui, il est carré. Alors que tu peux être très très nul techniquement.
Et c'est ce truc-là qui me fait dire, le patient, il va pas regarder ça. Il va regarder comment tu le mets à l'aise. Toi, pour ta pratique, et effectivement, après, pour ton quotidien, il faut que tu sois carré, et que tu dis même, en termes de progression, je vais aller chercher plus loin. Mais c'est pas pour le patient que tu fais ça. C'est pour ta pratique, ton confort, et même on va dire, la pérennité de ton travail. Mais le patient, il cherche une figure humaine, une figure qui va le rassurer, une figure qui va le déstresser. Il a beaucoup d'a priori quand il va venir te voir. Et ces trucs-là, il va les chercher très rapidement. Donc, si tu mets l'accent, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, est-ce que vous prenez les enfants de 27 ans, de 30 ans dans les commentaires? C'est parce que ils cherchent, encore une fois, est-ce que ce petit garçon qui a été traumatisé, ils sont encore rassurés quand il va chez le dentiste. Ouais. C'est redoutable, hein. Il y a des patients, pendant 15 ans, ils vont pas chez le dentiste à cause d'une expérience qui s'est mal passée à 10 ans. Donc, c'est vraiment, vraiment décisif. Ouais, c'est chaud. Bon, toi, t'as un rôle important dans cette histoire, c'est que tu vas réussir à prendre en charge un petit patient qui va devenir grand, du coup, un jour, et qui sera moins anxieux par rapport aux soins. Et ça, c'est hyper important. Ok. Super. Donc, tu disais dans les piliers de la prise en charge de l'anxiété, il y a... Donc du coup, en fait, les deux piliers, excuse-moi, vas-y. Les deux piliers qui sont essentiels, en tout cas que j'ai cernés dans ma pratique. Premièrement, c'est effectivement la gestion de l'inconnu. Donc la gestion de l'appréhension. Le patient, il vient avec des a priori, il vient avec des choses qu'il connaît pas, il voit des trucs qui font peur. Un insert, ça fait très peur. Un insert pour un enfant, trucs pour l'ultrason. Ultrason pointu comme ça, tu dis mais qu'est-ce que c'est? Il va mettre ça dans ma bouche. Je me rappelle la première fois que je suis arrivé en externat, que j'ai commencé à voir le matériel, enfin même, je crois que c'était dans ma deuxième année d'études, hein, et j'ai vu une pince à trous pour la digue. Hey. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est une petite pince à perforer, en fait, c'est une petite perforatrice. Hein. Exactement. Mais quand tu vois le truc pointu, tu te dis, mais c'est pour la bouche, ça? Et donc tu vois ce truc-là et tu te dis, mais en fait, le patient, il vient, il voit plein d'instruments qui sont pour toi normaux. Il se dit, mais c'est quoi? Oui, toi, tu t'es familiarisé avec le matériel. Mais c'est ça, exactement. Faut le voir avec un œil extérieur. Exact. Waouh. Et même tout, en fait, la soufflette, le moindre truc. Donc une fois que tu gères cette gestion de l'appréhension et de l'inconnu. Alors avec les enfants, c'est très facile, c'est beaucoup d'analogies, beaucoup d'hyperboles, beaucoup d'histoires à raconter. Ah vas-y, donne quelques exemples. Là, la soufflette, ça va être l'éléphant. Quand je dis que je vais utiliser les rotatifs, moi j'utilise toujours des mots vraiment qui vont diminuer, mais sans mentir. Je vais gratouiller, je vais chatouiller. Des trucs assez basiques. Hein. Après, en fonction des histoires que je vais raconter pendant le soin, là, ça va être autre chose. Ça va être, si on est dans une histoire de pirate, pour rester dans la thématique, je vais dire, bah tiens, là, on va chercher un trésor, je vais utiliser ma pelle pendant que j'utilise ma fraise boule. On va creuser, lui, il trouve ça naturel qu'on est en train de creuser, que ça fasse du bruit. Donc, il y a cette histoire-là. Après, pour les adultes, vous pouvez le faire, hein, pour les adultes si vous voulez, mais tant que vous leur expliquez déjà, ne serait-ce que là, ça va juste vibrer un petit peu, vous inquiétez pas, il y a de l'eau, il y a de l'air. Cette gestion-là, déjà, ah tiens, il m'explique, il me vulgarise le truc. Donc je suis rassuré. Donc la gestion de l'inconnu et de l'appréhension, c'est le premier point. Et le deuxième, je pense qu'on le connaît, c'est la gestion de la douleur. Et une fois que vous gérez la douleur, je pense qu'il y a 90% du soin qui est fait. Parce que la gestion de la douleur, elle est essentielle. C'est le premier truc. En tout cas, je pense. J'ai pas regardé les sondages, mais je pense que si on fait un sondage ou si on en observe, premier élément qui vous fait peur dans le milieu soignant, particulièrement chez le dentiste, c'est d'avoir mal. Et je pense que si on prend juste, moi des fois j'ai vu des praticiens faire l'anesthésie, le patient il bondit. Et oui, mais c'est bon, vous allez plus avoir mal après. Ouais, mais l'anesthésie, si tu l'avais bien faite dès le départ, déjà tu gères un truc en moins. Parce que les gens ils viennent avec cette peur-là de l'anesthésie, de la piqûre. Et si tu gères vraiment ta douleur, bah t'as un confort de soins. Et après ça part tout seul. Donc c'est vraiment les deux éléments qui vont faire que l'anxiété, elle va diminuer avec le temps. Une fois, deux fois, le petit ou même l'adulte peut être un peu encore en appréhension. Si tu as géré vraiment ces trucs-là, au bout de la troisième séance, je pense que c'est bon. Donc l'inconnu et l'anesthésie, pour toi, c'est les deux piliers. La douleur de manière générale. Parce que l'anesthésie, au moment où tu l'as fait, ensuite, il faut que ton anesthésie soit bien faite pour que le patient, il sente rien pendant que tu soignes. Si l'anesthésie, elle a pas bien pris, si tu as mal fait tes rappels, ça peut aller très vite et ça pareil. Il y a des... Faut réussir, surtout avec les enfants, à discerner la peur. Parce que des fois, ils ont juste peur de la vibration. Et ils te disent, j'ai mal. Ouais. Des fois, ils disent, j'ai mal, ils ont pas mal. J'ai commencé à utiliser mon insert, j'ai fait un petit c'est pour ça qu'il y a des dentistes aussi qui sont un peu, qui manquent d'empathie parce qu'ils se disent, il fait du ouais. Mais par contre, ça, c'est redoutable. Parce que j'ai vu des petits qui se sont fait extraire des dents sans anesthésie parce qu'ils disent, ouais, c'est du chiquet. Donc, il faut aussi savoir cerner les deux. Ça demande de l'expérience. Ouais. Mais je sais que des fois, je vais faire un détartrage. Aïe, j'ai mal. Je dis, t'as mal où? Partout. Je dis, bon. Et je vais passer à un endroit, je dis, t'as mal? Oui, j'ai mal.
Je vais mettre sur mon doigt, il va pas voir. Je vais dire, t'as mal? Oui, oui, j'ai mal. Je vais dire, bon, c'est bon, tu vas pas me la faire. Mais si c'est des cas où vraiment je vois que là, ça a pas bien pris, je vais tester, hein. Des fois, je vais juste tester. Quand je vais faire une extraction, je vais endormir. Donc déjà, j'ai mon petit protocole qui fait que l'anesthésie, ils la sentent jamais. Très important. Ils voient rien et ils sentent rien. Et une fois que c'est fait, je vais utiliser mon syndesmotome, donc la petite faucille là pour extraire la dent. Je vais toucher. Je vais dire, est-ce que ça fait bizarre? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait bizarre quand je touche ici? Quand je vois qu'il passe ne serait-ce qu'une seconde à réfléchir, c'est que c'est bon, ça a pris. Je fais le tour et c'est bon. Donc la gestion de la douleur de manière générale, pas que l'anesthésie, et la gestion de l'inconnu, de l'appréhension. Pour moi, c'est les deux piliers qui vont faire que l'anxiété, elle va être gérée. Et utiliser des termes qui sont adaptés. Ouais, bah ça fait partie un peu, on va dire, je mets ça dans la valise qui est l'appréhension, tu vois. Mais effectivement, les termes et ce qu'il voit aussi. Comme je t'ai dit au début, quand il va voir les instruments, moi je fais en sorte qu'il voit très très peu d'instruments. Le minimum. Il voit jamais l'anesthésie, il voit jamais tout ce qui est tranchant, tout ce qui est coupant, tout ce qui est pince. Et même quand j'utilise des termes avec mon assistante, d'ailleurs mon assistante, ça y est, elle est vraiment rodée avec ça, tout passe sous le fauteuil, jamais sous les yeux du patient, il voit jamais rien. Et tout ce qui va être, on va dire, au niveau des objets qui peuvent être un peu, voilà, le truc, je vais utiliser des noms de code. Donc ça va être la pompe à ballon pour l'anesthésie. Si jamais j'ai besoin d'un davier, en général, ça dépend de la thématique. J'aime bien, par exemple, quand je fais une extraction, dire qu'on va à la fête foraine, qu'on va, tu sais, les machines à pince là, Ouais. pour attraper. Je dis on va chercher une surprise. Donc là, je dis ah bah tiens, on va aller chercher la pince à surprise. Et voilà. Et donc on raconte le truc. Donc toujours voilà, mais ça c'est pour les enfants. C'est très niche après. Ouais. Et tu le disais, je me rappelle plus quand on en avait parlé, mais tu disais que c'est vrai que adopter ce type de discours, au début, t'as un peu l'impression que tu passes pour un gogol parce que Oui. tu dis, t'es vraiment dans la thématique à pure. Et ben t'as l'impression un peu de te voir à la troisième personne et de dire ouais mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là. Ouais. Bah si tu veux, c'est un peu cette frontière là qu'il faut. Il faut la passer. Moi c'est peut-être justement Disney qui m'a aidé avec ça, qui m'a aidé au fait que tu baignes dans un univers où tout est fait pour que ce soit crédible. Donc oui, là t'es une princesse, c'est normal dans le truc où t'es. Donc il y a ce truc là où tu te détaches un peu du regard, mais il faut le faire même au quotidien dans sa pratique sans avoir besoin de rentrer dans l'excès. Forcément moi je l'ai poussé avec mon cabinet. Il y a le son. Il y a la lumière, il y a l'image, il y a tout qui m'aide à rendre crédible ce que je raconte. Ouais. Donc encore une fois, on va dans l'espace, ouais, mais il y a une planète qui est projetée sur le mur, il y a un truc qui fait que ça va m'aider. Donc peut-être s'aider avec ça, pour ceux qui se sentent ridicules, de se dire, bah tiens, là je vais mettre une musique, ça peut être, je mets Interstellar, et puis je mets, si jamais j'ai une télé, ou si j'ai un truc d'ambiance, un bruit de vaisseau spatial, et on y va. Et je pense qu'il faut pas... Le patient, il regarde pas ça. Le patient, il voit vraiment un professionnel qui est en train de faire un truc qui le rassure. Il peut rigoler un petit peu, mais il sera vraiment très vite mis à l'aise si on assume le truc. Et je pense vraiment que même pour un adulte, les enfants, c'est l'avantage, c'est qu'ils y croient. Donc ça, il y a même pas besoin de se dire. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu leur racontes un truc, aussi simple soit-il, ils vont y croire. L'adulte, faut un peu le convaincre. Donc faut être convaincu soi-même. Mais je pense que si on fait ne serait-ce que des petits efforts comme ça, alors forcément l'adulte, on va pas commencer à lui dire on va aller voir des martiens, mais ne serait-ce que dire bah là je vous mets une petite ambiance, qu'est-ce que vous diriez de voir des plans un peu de Mars et de vous dire allez on imagine qu'on est dans l'espace, ou la plage, si on peut rentrer dans un truc un peu trop fantastique, on va à la plage, on va à la montagne, fermer les yeux, écouter la mer, écouter les oiseaux, et ça part tout seul. Donc il y a un peu ce truc là effectivement de se dire on n'est pas crédible. Moi, je pense que si vous vous aidez de l'environnement avec le son, et puis même de vous dire que là, vous êtes en train juste de raconter un truc qui, même si le patient il se dit avec ce qu'il me raconte, bah ne serait-ce que le qu'est-ce qu'il me raconte, le détourne de, il est en train de m'enlever dedans. Ouais, c'est vrai. Donc finalement, vous avez déjà gagné. Ça se rapproche un petit peu de l'hypnose. C'est carrément. Il y en a qui font ça. Ouais. Bah d'ailleurs, quand on fait moi, ce que je fais au quotidien, ça s'appelle vraiment de la petite hypnose. D'accord. On dit vraiment que c'est de la petite. Le fait de raconter une histoire, c'est de la petite hypnose. L'hypnose telle qu'elle est, c'est vraiment un DU à part. D'ailleurs, j'aimerais bien la faire. J'aimerais bien faire ce DU, me spécialiser un peu plus en hypnose. Mais déjà, ne serait-ce que raconter une histoire, ouais, c'est une petite hypnose. Donc ça, on en a parlé du méopa. Le méopa, tu l'as tout de suite mis en place. Le gars. Alors, on va dire que avec ce que j'avais déjà mis en place dans mon cabinet, partie immersive, partie histoire, j'avais pas énormément besoin du méopa à la base. Par contre, en termes d'énergie, ça me coûtait beaucoup. Parce que, bah, du coup, on va dire ceux qui sont vraiment en indication sans négociation du méopa,
ça va être pour moi les moins de 6, moins de 5 ans. Ceux qui peuvent pas rationaliser. C'est-à-dire que ceux à qui tu dis, même si tu leur racontes une histoire, mais tu leur dis, voilà, on va faire des choses, ils acceptent pas. Non, tu me touches pas. Je sens un truc vibrer, je veux pas. Et ça représente beaucoup, ça? Pas énormément parce que, on va dire en cabinet, je le remarquais plus en milieu hospitalier, mais la carie de la petite enfance, elle est quand même moins fréquente. Donc, j'ai quand même des cas, parce que forcément, je suis spécialisé. Pas tant que ça, mais c'est quand même un bon petit paquet d'enfants. Et puis après, c'est les patients handicapés. Donc, les patients qui sont autistes, les patients qui peuvent pas écouter et qui peuvent pas entendre. Ça, c'est vraiment les 2 cas où on peut pas négocier le méopa. Après, il y a des cas où on peut vraiment s'y mettre. Mais ça coûte beaucoup, et puis on peut pas faire beaucoup, et c'est pas qualitatif. J'ai eu des patients qui étaient très anxieux. Je fais, encore une fois, comme je t'ai dit, les 2 piliers. Et des fois, ça suffit pas, parce qu'il suffit qu'il y ait eu des antécédents où le petit, il a eu mal. Ouais. Il y a un conditionnement qui se fait très rapidement, surtout à cet âge-là. Une piqûre qui s'est mal faite, une anesthésie, pour pas dire piqûre, qui s'est mal faite, c'est fini. Il l'a intégré, et il va voir le moindre truc qui ressemble un tout petit peu à une anesthésie, c'est fini. Donc, il y a une énergie à mettre. Ça me coûtait beaucoup. Et là, donc, quand j'ai vu que je pouvais mettre en place le méopa, au début, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à le gérer? Parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose qu'il fallait rajouter. Donc, il fallait maîtriser. Ouais. Et qui coûtait encore plus. J'ai cru que tu allais dire, je triche, en fait. C'est-à-dire? Bah, ça te coûte moins en énergie, donc t'as moins à faire de taf, d'explication. Ah, alors, t'as moins... L'explication reste. Parce que justement, moi, j'adore ça. J'aime trop, encore une fois, raconter ces histoires, raconter ces trucs. Et en plus, le cabinet immersif que j'ai mis en place, il potentialise énormément l'effet du méopa. Des fois, les petits, ils sont vraiment sur Mars. Donc, au contraire, j'aime beaucoup. Mais par contre, on va dire, il y a vraiment moins ce besoin de... Parce que c'est pas que raconter et détourner, c'est vraiment capter constamment l'attention. Un petit qui est vraiment très stressé, c'est vraiment... tout le temps, pendant que tu le soignes, en fait. Et il y a un moment où, déjà, il va quand même s'agiter, ton soin, il sera pas qualitatif. Et en plus de ça, là, par contre, pour le coup, je t'ai dit, j'aime bien mettre cette énergie, mais quand j'ai besoin de me concentrer sur ma technique et que vraiment, là, je dois capter l'attention, c'est dur. Je le faisais, ça me prenait plus de temps, et le méopa, il m'a vraiment soulagé sur ça. Et donc, du coup, là, je peux vraiment me concentrer sur la qualité de mes soins. En tout cas, j'ai vu une augmentation de ma qualité de soins, même sur les tout petits. Et puis je peux continuer mon hypnose tranquillement, quoi. Ma petite hypnose tranquillement. Un cas classique de patient, c'est tu vois le patient une fois et tu détectes tout ce qu'il y a à voir. Est-ce que tu commences directement à travailler? Non, jamais. Moi, je suis contre ça. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que en termes de consentement éclairé, patient, le parent, le tuteur, il doit savoir ce qu'on fait. Moi, j'aime pas ce truc de le patient, en fait, j'aime pas l'idée qu'un patient puisse aller quelque part. Et d'ailleurs, c'est même valable pour tout, Le garage, n'importe où. Et j'aime pas l'idée qu'on aille dans un endroit et juste on fasse confiance à une personne et qu'on soit pas informé, qu'on soit infantilisé. Et dans notre pratique, t'as vu, dans la déontologie, on interdit le paternalisme, on interdit ça. Moi, c'est vraiment un truc sur lequel je suis d'accord. Le parent, je lui explique vraiment tout ce que je vais faire. Le moindre truc. J'ai besoin qu'il sache, déjà parce que ça lui servira d'information et il saura pourquoi on fait ça. Parce que les carrés, elles sont pas venus tout seuls. Il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect financier. Si jamais il y a un plan de traitement à mettre en place, je veux pas que le patient il reparte en première consultation en se disant j'ai déjà des trucs à payer alors qu'il a même pas été informé. Et ensuite, même pour l'enfant, c'est brutal. L'enfant, il peut pas s'installer au fauteuil. Ok, on y va. Mais on dort, on lui met la digue, on commence à... Non. Donc le maximum que je vais faire, ça va quand même être un détartrage. Parce que je fais ma consultation. Le détartrage, il me sert de jauge pour savoir quel degré d'anxiété a le patient. Ouais. Donc ça me permet de savoir si le patient il se laisse pas du tout faire un détartrage. Je sais ce que ça va me demander. Si je vois qu'il est vraiment bien réceptif, c'est qu'on peut y aller. Je fais mes radios, je fais bien mon anamnèse, je fais bien mon plan de traitement mis en place. Et même pour moi, c'est beaucoup plus confortable de savoir dans quelle direction je vais. Donc le patient, il a déjà une première approche où il dit « Ah, c'était vraiment bien le dentiste ». Le parent, il est content, il sait ce qu'on fait. Et moi, c'est beaucoup plus confortable en termes de soins. Comment tu leur expliques que tu avais un détartrage avec des radios? Au patient ou à l'enfant ou aux parents? À l'enfant. Alors à l'enfant, en général, je dis on va brosser tes dents, on va brosser ce que t'arrives pas à enlever avec ta brosse à dents. Et en général, ils sont assez contents. Je dis on va faire briller les dents. Et puis pour les radios, je dis simplement qu'on va faire des photos. Et puis tu leur montres.
et ils sont contents. Ils voient leurs dents. Ah, j'ai beaucoup de dents. Ouais, t'as un piranha. Et puis voilà, ils sont très contents. Ils repartent. Quand je vois qu'ils sont assez réceptifs, en général, nous, ce qu'on a mis en place, c'est vraiment un dossier avec lequel ils repartent. Et je vais imprimer la panneau, je vais leur mettre le plan de traitement dedans et tout. Donc, ils ont vraiment quelque chose de tangible. Ils sont assez contents, quoi. Donc, il y a cet aspect de je suis pas venu pour rien. Je suis vraiment venu pour une consultation. Je suis reparti avec le petit est reparti avec un détartrage. On lui a diagnostiqué ça. On sait ce qu'on va faire. Ouais, et puis ça aide aussi à ce qu'ils acceptent le plan de traitement. Ouais, bien sûr. Au lieu que ça soit fait à la chaîne et. Ouais, c'est ça. Puis, il y a un peu cet aspect de pied dans la porte. Le patient, il va venir. Moi, j'ai vu des trucs. Le patient, il vient parce que le petit, il a juste une petite douleur. On repart avec 400 € parce que il y a ça qui a été fait. Le patient, le praticien en a profité pour faire tous les silènes d'un coup, le même jour, détartrage, d'enchaîner et de faire monter. J'avais même des praticiens qui se débarrassaient des enfants dans d'autres cabinets, pas ici, hein, qui vraiment m'envoyaient des petits après avoir fait tous les soins qui étaient faciles à mettre dans le panier de soins. Donc ils faisaient silent au premier rendez-vous, ils faisaient des tartrages, ils faisaient le bilan bucco-dentaire, ils faisaient en sorte que ça gonfle énormément le truc. Puis après ils me disaient non mais le petit se laisse pas faire, ça me prenez-le. Et du coup, tu te tapais les trucs un peu. Ouais, c'est ça. Il y avait un peu cet aspect, ça me relance le truc. Bon, mais le patient, il est pour rien. Hein. Le patient, il fait. Ça s'est un peu diminué avec le temps. On va dire que là, je commence vraiment, notamment avec les réseaux, à avoir vraiment cet aspect de non, on envoie direct à Dr Guedjal, quoi. Ok. Comment ça se passe au niveau soins? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es capable de réaliser chez un enfant? Tu peux tout faire. Tu fais des couronnes, tu fais... Globalement, tout. La seule corde qui manquerait à mon arc actuellement, ça serait la pexification. Donc, à savoir vraiment de l'endodontie, si on peut dire reconstructrice. Donc, fermer la racine. Ouais. C'est-à-dire que quand on a vraiment une carie qui s'est bien propagée et qu'il faille dévitaliser la dent, mais que cette dent, elle a pas fini sa croissance, c'est un cas assez compliqué. Donc, il faut vraiment faire une formation pour ça. C'est assez... on va dire c'est chronophage aussi. Ça demande beaucoup de temps. Je suis dans un cabinet aussi. Mon cabinet, de par sa taille, il me permet d'avoir un aspect rassurant pour le patient, mais qui est aussi un peu compliqué en termes de grosses pratiques, notamment si j'ai besoin d'utiliser un microscope pour faire des cas comme ça. On va dire c'est vraiment la seule chose que je fais pas. Sinon, j'essaye de faire de l'interception, de faire du soin de carie, de faire des extractions. En général, quand le patient vient chez moi, la prise en charge, elle est quasi globale. Ouais. C'est vraiment, on va dire, quelques petits cas très, très particuliers, comme de la dent incluse. L'orthodontie pure, évidemment, j'en fais pas. Et de la pexification. Mais sinon, globalement, le plan de traitement est fait de A à Z. Passons à la partie un petit peu plus rationnelle des choses. Est-ce qu'au niveau soins, on s'en sort quand même? Parce que tu fais exclusivement du soin. Oui. Tu fais un petit peu d'orthodontie. Ouais. Tu parles de quoi? Sur l'aspect financier? Sur l'aspect... Ouais. En fait, globalement, oui. Après, tu vas très vite toucher un plafond de verre. C'est ce qu'on me disait déjà dès le départ. On m'a dit attention avec la pédodontie, tu vas toucher un plafond de verre. Il y a des gens, en tout cas des cabinets spécialisés en pédodontie, qui trouvent un moyen de briser ce plafond de verre que je trouve pas très éthique. Ouais. Qui vont imposer de la prophylaxie, donc de la prévention, de manière quasi systématique. La fluorisation. Ouais. Alors la fluorisation, ouais, ça ils vont te le faire et ils vont bien t'allumer dessus. Je vois des cabinets qui font des packages, prophylaxie, qui sont imposés aux patients. Donc déjà moi ça c'est un truc essentiel, c'est que je l'imposerai jamais aux patients. Ouais. Et qui en plus de ça le renouvelle tous les 6 mois. Alors que j'ai déjà vu des patients qui sont venus avec un devis, ils me disent regardez, docteur expliquez-moi parce que là je pars avec une carie pour mon fils, je pars avec un devis de 1 200 €. Vous pouvez m'expliquer? Je regarde ce qu'ils mettent parce que le patient il comprend pas. Évidemment, on lui a rien vulgarisé. D'où l'aspect aussi, moi, j'attache vraiment l'importance à expliquer ce qu'on va faire. Chaque ligne du plan de traitement. Des fois, tu vois des trucs où il y a écrit polissage de la dent permanente. Donc, en gros, ça veut dire il brosse les dents, quoi. Il brosse les dents. Il l'a allumé, 50 €. Il y a écrit scellement des sillons des dents permanentes, qui est pas obligatoire. Qui est le scellement des sillons, c'est mettre en fait un composite liquide dans le creux des dents, c'est ce que je dis aux patients, pour empêcher la nourriture de stagner, parce que là, c'est un endroit où la brosse à dents est pas assez fine pour passer, pour bien nettoyer. Et donc, on peut avoir ce qu'on appelle des caries des sillons. C'est fortement recommandé quand on a un risque carieux qui est élevé chez les dents adultes, donc les molaires, pour les enfants. Par contre, les dents permanentes, c'est pas remboursé par la sécurité sociale.
Et c'est vraiment dans certains cas très très précis où il y a beaucoup de risques. Et j'ai vu des praticiens qui le systématisent. Et donc qui allument pareil 150 €. Donc il y en a qui ont trouvé le moyen un peu de briser ce plafond de verre. Moi je trouve que si on augmente nos compétences et notre qualité de soins, qu'on optimise bien notre emploi du temps, il y a un autre moyen de détourner ce plafond de verre. Et au-delà de ça, après j'ai mis en place de la prévention. Je fais pas que du soin. Je fais de la prévention qui est assez basique, hein. C'est vraiment de l'enseignement à l'hygiène orale avec du révélateur de plaques, c'est de la fluoration, ça peut être de la fluoration basique, ça peut être du tout smooth ou du hemi-varnish, donc ils sont un peu plus spécialisés selon les risques, où on va intégrer du calcium phosphate pour la reminéralisation des dents. Je fais aussi, en général, je fais un suivi, le petit va repartir avec son calendrier de brossage et son kit de brossage, je leur donne une petite trousse, je pourrais te montrer après si tu veux, petite trousse de brossage, et puis quand ils reviennent avec, je regarde si déjà ils ont intégré la fréquence de brossage, on utilise le révélateur de plaques, enfin bref, tout un suivi que j'ai intégré en plus de ma pratique du coup. Bon, c'est trop bien ça. Et c'est ce que on en parlait justement avec un intervenant du milieu dentaire, c'est des trucs que ont pigé les orthodontistes quand ils expliquent les soins, que les patients repartent avec une petite trousse, tout ça c'est ludique. Oui. Et ça fait que tu les fais retenir en fait l'intérêt de soigner leurs dents. Puis comme je te dis, comme ce que je t'ai dit avant au niveau de l'anxiété, le patient il regarde des trucs très particuliers, tu vois. Il a besoin de quelque chose de tangible. Il a besoin de se dire, ok, le dentiste il m'a expliqué ça, le dentiste il m'a donné ça, le dentiste il m'a fait ça. Et des fois, tu peux avoir un plan de traitement ultra complexe. On a une paro ici, et des fois, elle a des cas, c'est vraiment très compliqué, tu vois. Je sais que c'est du surfaçage, c'est des cas, mais le patient, s'il repart pas avec ses brossettes interdentaires et son kit, il va pas trop comprendre. Mais si tu l'impliques en plus de ça dans le plan de traitement, et que tu lui dis, voilà, vous avez ça, vous avez votre kit, vous avez votre truc, c'est un peu marketing, hein, mais il y a aussi cet aspect, je suis actif, je suis pas passif. Ouais. Et en plus de ça, quand je repars avec quelque chose dans les mains, mentalement, le dentiste, ok, il m'a expliqué ça, j'ai ça comme mission, je vais revenir, ça avance. C'est pas que je vais attendre que. Oui. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Et du coup, les patients, une fois que tu as soigné, t'as fait tous les soins, tu les revois systématiquement après? Ouais, bien sûr. Je fais un suivi en fonction du risque carieux. Donc, ce qu'on a, le RCI, hein, c'est la base, hein, c'est la référence, le risque carieux individuel. En fonction de ça, moi, j'essaye vraiment, ça, c'est un truc qui est très négligé. C'est la part de responsabilité des parents de l'enfant dans leur action. Oui, tu t'en parlais un petit peu avant. Tu dis, la carie n'est pas arrivée comme ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est, des fois, tu vois des gars qui sont lunaires. C'est-à-dire que des fois, j'ai vraiment le parent qui rentre, je lui dis, est-ce qu'il grignote? Ah bah, il fait que ça. Il mange des bonbons, des gâteaux toute la journée. Je regarde le petit, il a 3 ans, il arrive même pas à comprendre ce qu'il fait. Je lui dis, mais vous doutez bien que c'est pas lui qui va contrôler ça. Je lui dis, quand vous avez une pulsion déjà, vous allez manger un Kinder, est-ce que vous allez vous contrôler? Pensez qu'un enfant de 5 ans, 3 ans, qui a accès au placard, bon, déjà à 3 ans, il a accès au placard, je trouve que c'est une folie. Ouais. Mais, effectivement, vous avez une part de responsabilité. Après, moi, j'aime pas le fait de blâmer le parent. Ouais. J'ai vu des fois, je vois des TikTok, comment ils parlent des parents. Les parents, ils apprennent aussi, les enfants, ils apprennent aussi. Nous, on est cette figure, justement, d'éducation. Le sachant, ouais. Exactement. Et puis, en plus, les parents, quand ils rentrent, même les patients adultes, hein, quand ils franchissent le seuil du cabinet, il y a un peu ce truc de... ils se déresponsabilisent totalement, ils se reposent sur toi. Donc toi, il faut les guider, les prendre par la main, mais sans les infantiliser, surtout les parents, et pas les blâmer. Donc effectivement, des fois, bon, les situations, elles sont lunaires. Oui, il consomme son coca, très bien. À votre avis, elles sont venues comment, les caries? Puis là, il commence à dire, oui, c'est vrai, mais il n'écoute pas. Je dis, mais il va pas écouter si vous intégrez pas ça dans votre éducation, dans vos habitudes. Surtout, en fait, vous êtes à un âge où ils se façonnent, où ils se conditionnent très rapidement. Les habitudes, elles se créent, mais ils peuvent les perdre aussi facilement à cet âge-là. Donc, en général, je leur dis, faites pas rentrer le diable dans votre maison. Tout ce qui est nourriture. L'idée, c'est de pas interdire le sucre. Ça, c'est le truc que je dis. Oui. L'idée, c'est de pas interdire le sucre. Vous avez des enfants. Évidemment qu'ils ont envie de manger leur Kinder. Évidemment qu'ils aiment le chocolat. Nous aussi. L'idée, c'est d'intégrer ça de manière intelligente. Je leur dis vraiment, Cash, moi, ça me dérange pas qu'il mange son Kinder au goûter. Je lui dis, s'il veut son petit BN au petit déjeuner, c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau alimentation. S'il veut son petit truc de sucre au matin, donnez-lui. Il se brosse les dents après. C'est les pics de sucre qui vont amener les caries.
ah bon, c'est pas le sucre en lui-même? Je dis bah non. Et je leur donne la phrase qu'on nous disait tout le temps à l'hôpital, c'est il vaut mieux manger une fois 10 bonbons que manger 10 fois un bonbon dans la journée. Ouais. C'était le truc qu'on nous disait, parce qu'en fait, à chaque fois que vous mangez ce bonbon, vous créez un pic. Donc vous allez créer 10 fois un pic. Si vous mangez qu'une seule fois ces 10 bonbons, vous allez créer un gros pic. D'accord, mais c'est fini, on n'en parle plus. Et après, je leur explique ça. Donc déjà, il y a cet aspect éducation. Et à partir de là, moi, j'attache vraiment de l'importance à ce que les caries ne reviennent pas. Et je vois des fois des patients qui reviennent 6 mois, 1 an après, c'est reparti à zéro. Oh, purée. Parce qu'ils n'ont pas intégré. Tout ce que j'ai fait a servi à rien. Donc, C'est frustrant. c'est frustrant, mais on reste patient. Il faut vraiment, vraiment attacher de l'importance au fait que le parent, le patient et l'enfant, ils sont actifs dans ça. Tu fais quoi dans ces cas-là? C'est-à-dire, Parce que t'es face en fait à... C'est comme si la personne en face, elle mettait de la mauvaise volonté en fait. ouais, Mais peut-être sans le vouloir, indirectement. c'est l'éducation. C'est l'éducation, c'est la prise en considération de l'importance. Moi, globalement, des patients que je vois, les patients, ils sont pas stupides. Hein. En Les gros, patients- de toute façon, c'est son travail. Si t'as des caries, va les soigner. J'ai eu quelques cas comme ça. Où en général, bah, une fois, 2 fois, après, je leur dis, ça va être compliqué. Ça va être compliqué si vous faites aucun effort. On est obligé un peu de les engueuler. Vraiment, de mettre des trucs. J'ai eu une maman, une fois, qui est venue, un des fléaux, c'est l'allaitement. L'allaitement et le biberon. Parce que très peu de parents sont informés de ce que représente le risque du lait. Et vraiment, je vais avoir des parents qui vont me venir, et je leur dis, le lait, c'est très sucré. Ah bon? Même le lait maternel. Et je dis, ce qui s'endort avec le sein? Ah oui, tout le temps. Donc, j'ai des parents comme ça, et j'ai eu une maman que j'ai vue une première fois, petite de 2 ans, elle l'allaite, elle lui donne la tétine, pareil, la tétine et tout, ça on pourra en parler après, les effets que ça a, je lui dis, tout ça, il faut vraiment me l'arrêter. Je parle avec elle, je lui explique, je note bien dans mon dossier, je lui dis, on se revoit dans 3 mois. Et en fait, dans 3 mois, je revois la maman, rien n'a changé. Et en fait, je vois qu'elle est dans une... il faut aussi savoir lire le parent. Parce qu'il y a le parent autoritaire et il y a le parent qui se laisse trop vite attendrir. Et j'ai des mamans aussi, des fois, qui sont vraiment dépassées. Elles ont 3 enfants, papa il travaille, et à un moment, elles ont abandonné. Donc, il faut aussi les encourager, leur expliquer. Et cette maman-là, elle se laissait vite attendrir, en fait. J'ai vraiment vu, à partir du moment où j'ai retiré la tétine à la petite, elle a hurlé. Et la mère était quasiment au bord des larmes. Elle voulait tout de suite remettre la tétine dans la bouche de sa fille. Et là, par contre, j'étais obligé un peu de secouer la mère. Et lui dire, en vrai, vous réalisez pas que ce que vous êtes en train de faire, c'est la mettre en danger. Ça a l'air très grand, dit comme ça, parce qu'on parle de carie. Mais en fait, je l'ai vu il y a 3 mois, ça s'est développé. La petite, elle va se retrouver sans dents. Vous allez avoir des problèmes d'occlusion, des problèmes de phonation. Vous n'êtes pas en train de lui rendre service. Évidemment, je lui dis pas, mais ça, c'est limite de la maltraitance infantile. Ah oui. Je lui dis pas ça. Des problèmes pour fermer la bouche, des problèmes pour parler. Ouais, des problèmes pour mâcher. Et puis même, les enfants, ils sont très durs entre eux. Hein. Ah, les enfants en maternelle, une tache sur les dents, c'est fini. Donc, je lui dis vraiment, vous lui rendez pas. Et j'ai vraiment vu dans son regard une prise de conscience. Ou le fait que là, de l'avoir un peu secoué, ça lui a fait du bien. Elle m'a fait de la peine parce que vraiment, elle était vraiment secouée. Et quand elle est revenue 3 mois après. Elle est revenue quand même. Elle est revenue 3 mois après. J'ai pas été dur avec elle. Hein. Et j'ai pas été autoritaire. Juste vraiment, je lui dis, il faut que vous réalisiez que vous lui rendez pas service. Et il y avait les pleurs de la petite à côté et tout, qui, je pense, n'aidaient pas en plus de ça. Elle est revenue 3 mois. 3 mois après, la petite avait arrêté la tétine. Brossage matin et soir. Le biberon, il était quadrillé. C'était impeccable. Et vraiment, je lui dis, je suis très fier d'elle et de vous. Et ça lui a fait du bien. Donc, je pense que cette éducation du parent et de l'enfant, les deux, elle est essentielle. Puis tu sais, moi aussi, je remarque dans ma pratique, c'est que t'as aussi des patients, après le détartrage, souvent on leur dit ouais, il faut que vous passiez plus souvent le fil. Mais en fait, personne ne leur a jamais montré, tu vois. Donc c'est clair que tu peux dire des trucs aux patients de manière un peu machinale. Tu te dis ah, de toute façon, je le dis à des détartrages, on fait je sais pas, 3 ou 4 par jour. J'ai pas que ça à faire que de rester dans les explications. Oui, mais si tu fais pas le truc à fond, ouais, c'est ça. Après, tu vas être déçu, puis tu vas dire ouais, y a pas d'amélioration. Bah ouais, parce que t'as pas mis un petit peu de toi et puis mettre ton ego de côté. Parce exactement. Que, vas-y, oui, je vais répéter, mais c'est mon job, tu vois. Oui, c'est ça. Et en fait, tu vas avoir du progrès, et là, tu seras content. Le patient aussi, il va dire ouais, personne m'a jamais montré. Ouais. Et là, tu fais la différence. Juste un enseignement à l'hygiène orale, ça coûte 2 minutes. Le patient, moi, j'invite vraiment tous les dentistes à prendre leurs patients en fauteuil, de leur donner une brosse à dents et de leur dire montrez-moi comment vous brossez les dents. Moi, je le fais.
Ils vont bondir. Et en fait, brosser les dents, c'est un mot valise. Les parents, s'ils ont jamais vu une méthode, ils vont voir qu'en plus, quand tu regardes un film, tu vois comment ils se brossent les dents. Des fois, moi, je suis en train de regarder et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, dans la plupart des films américains, j'ai déjà remarqué que ils se brossent les dents sans dentifrice. Ouais, sans dentifrice. Je me suis dit, mais c'est aux États-Unis. Ouais. Mais non, en fait, je me dis, c'est à l'image pour pas que ça bave. Ouais, exact. Mais des fois, tu vois des trucs où, mais vraiment, des fois, je dis, mais attends, tu vas t'exploser la gencive, là, comment tu brosses? Ils sont vraiment comme ça. Et je me dis, bah, déjà, rien que ça, dans l'imaginaire collectif, le brossage de dents, il est catastrophique. Ouais. Donc, ne serait-ce qu'éduquer sur ça prend 2 minutes et je sais ce que c'est de se dire, c'est redondant, on est une machine, on fait toujours la même chose, ça me saoule de le refaire. Et moi, ce que je conseille en général, c'est d'avoir un process, d'avoir un truc qui fait que c'est très facilement à mettre en place. Tu vois, comme le kit de brossage et le calendrier. Bah, tu sais, c'est un truc vraiment, je le donne aux patients. Donc déjà, je me suis juste on va dire en 30 secondes, j'ai donné au petit, je lui ai expliqué ça. 2 semaines après, il a déjà intégré le fait d'avoir un brossage matin et soir. C'est-à-dire quand même, dans mes explications, ça m'a rien coûté. Il revient avec son kit de brossage. C'est-à-dire, moi, il a déjà tout avec lui. Il a son kit de brossage. Ok, montre-moi comment tu t'en sers. Très bien. Ok, non, tu fais juste un peu comme ça, un peu comme ça. Des fois, c'est mon assistante qui le fait, elle adore ça. Elle lui montre et tout, elle va lui montrer aussi. Gestion patient. Ouais, toi, tu doses. Ouais. Après, c'est vrai, tu peux. Mais je pense, pour des praticiens qui sont déjà bien expérimentés. Ouais. Implémenter ça dans leur pratique, ils se disent. Quoi bon, en fait. Le reproche, il est fait en médecine aussi. Mais en face de toi, t'as une machine à réparer. T'as plus un humain. En fait, c'est tellement devenu une habitude que tu vas juste dire, bon, bah, vas-y, je fais ce que j'ai à faire. Et le patient, il est déshumanisé. Donc, Et il le sent, ça. Ouais. Tu sais, au début, tu te dis, qu'est-ce qui fait la différence entre moi et un autre praticien? Mais en fait, le patient, même spontanément, moi, j'ai vu, dans ma pratique, quand t'es plus, tu vois, plus attentif au patient, quand tu l'interroges sur des trucs annexes tu vois, de sa vie, du coup, c'était bien vos vacances et tout. Et ouais, et en fait, les patients, déjà, ils se sentent valorisés. Ouais. Et même, ou alors appeler, tu vois, le patient après une intervention. Ouais, est-ce que vous allez bien? Mais ça, ils te disent, mais personne ne l'a jamais fait pour moi. Mais c'est un truc de zinzin, je trouve. Et je vais pas commencer à donner le pourcentage, mais je pense que si tu prends cet aspect humain du patient dans ta prise en charge, je pense que tu as déjà fait, juste avant de commencer quoi que ce soit, une bonne grosse partie du soin. Et je t'avais dit, quand on avait échangé, moi j'ai eu des patients qui sont venus et qui vraiment m'ont dit, mais c'est merci. Merci des parents et tout qui m'ont dit merci, alors que j'avais fait un détartrage, un petit soin, tu vois. Il y avait rien de fou. Mais parce que la manière dont l'enfant avait été pris en charge, il y a déjà eu un soin qui a été fait à partir de là. Et donc, cet effort-là contribue pour moi à soigner le patient. Tu le soignes, mais autre part. Tu le soignes un peu psychologiquement, tu vois. Exact. Ça, c'est beau. Tu voulais parler d'un sujet en particulier, peut-être sur ton cabinet, un petit peu dans ta pratique. Ouais. On a parlé tout à l'heure du fait que ce soit très tamisé, avec des couleurs un petit peu flashy, mais éparses, pas partout. Donc on a compris que ça venait du milieu Disney un petit peu. Tu t'en es inspiré. Est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration ou... Le cinéma. Évidemment, c'est lié, hein, tu me diras. Mais oui, parce que bon, c'est une des raisons pour laquelle t'es là et pour laquelle même ça a fait pas mal de bruit sur les réseaux. C'est que c'est un outil. Mon cabinet, moi, je m'en sers vraiment comme un outil. Donc, on a intégré différentes méthodes. On a des lumières connectées, on a un projecteur, une télé au plafond, une Switch, ça reste accessoire mais utile, et des enceintes. Et donc, du coup, tout ce que j'ai observé justement dans le milieu cinéma ou dans le milieu Disney, c'est justement beaucoup d'attention aux détails. Et ce détail-là crée l'immersion. Et moi, j'ai volé ça pour l'intégrer dans ma pratique et dire cette immersion va me permettre de prendre en charge le patient. Et comme je t'ai dit, on retrouve un petit peu l'ambiance, pardon de te couper. Je t'en prie. On retrouve un petit peu cette ambiance dans les salons de massage ou tu vois chez le kiné parfois. Tu vas chez n'importe. C'est relaxant. En fait, tu vas dans n'importe quel environnement qui est censé te relaxer. Il va se servir de la méditation ou quoi que ce soit. Les premiers trucs que tu vas remarquer, ça va être quoi? Des bruits de nature, des bruits ambiants qui détendent, une lumière pas forte, une petite musique douce.
C'est vraiment les 3 éléments que tout le monde peut implémenter dans ce cabinet. Et en surplus, une bonne odeur, un truc qui t'emporte un petit peu. Du confort, en fait. C'est le confort qui va créer, du coup, la diminution de l'anxiété. Donc, et c'est pour ça, d'ailleurs, on va dire que je triche un peu, mais du coup, la mise en place de ce cabinet-là fait que même moi, ça me retire déjà un bon gros paquet de travail que j'aurais eu à faire dans un cabinet basique. Parce qu'il faut créer ce confort. Alors que si le cabinet fait déjà le confort à ma place, c'est déjà une étape de franchie. Ouais. Donc avec ce cabinet, tu arrives à créer plusieurs thématiques. Tu arrives à créer la thématique océan, Harry Potter, espace, etc. Et ça, ces thèmes-là, tu les choisis comment? Alors en général, moi j'ai on va dire une liste de thématiques en tête, et puis après je vais me servir dans mon questionnaire de première consultation que je donne aux parents. Il y a vraiment une petite ligne qui dit qu'est-ce que votre enfant aime. Est-ce qu'il aime lire, le sport? Est-ce qu'il a des films en particulier? Dites-nous pour nous aider justement à avoir une meilleure approche. Bon, en général, les parents jouent le jeu. Donc ils me disent, on voit beaucoup de fois les mêmes trucs selon les âges, beaucoup de Pas de Patrouille, beaucoup de Dragon Ball Z, en ce moment c'est K-pop Demon Hunter. C'est un dessin animé sur Netflix. Alors ça, tous les jours je l'ai. Donc à partir de là, moi je vais le noter. Je note vraiment. Des fois, on peut regarder. Si un jour on tombe sur mes comptes rendus, il va vraiment y avoir un truc très pro de voilà, il y a ça dans le diagnostic, et puis en bas il va y avoir écrit aime les fraises et les Simpsons. Et donc je vais mettre ça, et moi ça va me servir, les couleurs aussi, et tout ça va me servir pour construire un petit truc sur mesure à l'enfant et lui raconter l'histoire quand on fera les soins. Donc aime les fraises, ça aide à... Ouais, parce que par exemple, je t'ai dit, moi j'ai un protocole bien quadrillé pour l'anesthésie, pour faire en sorte que le petit ne sente rien. Je mets de la xylo, donc de la crème anesthésiante, on va dire le mot, et le petit je lui dis que c'est de la confiture. Donc forcément, quand il me donne un truc comme ça, je vais dire tiens, on va mettre de la fraise, on va raconter n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai remarqué que les petits, je pense que c'est valable aussi pour les adultes en vrai. Je t'ai parlé au début un peu une sensation de contrôle, leur donner comme si on leur donnait une manette pas connectée. Et ça marche énormément. Et des fois, quand ils aiment pas un truc, c'est les petits, hein, ils aiment pas un goût ou ils aiment pas une sensation, je vais juste leur dire tiens, je vais changer. Je change rien. Je leur dis tiens, on va mettre un autre goût. Ou je leur dis tiens, je vais changer de position, est-ce que c'est mieux comme ça? Ah oui, c'est beaucoup mieux. J'ai rien changé. Mais j'ai pris en compte en leur faisant croire que. Et ils sont très réceptifs à ça. Et donc le fait de leur dire voilà, là on va mettre de la fraise, je leur raconte l'histoire, etc. Et puis ensuite je mets un test au froid. Le test au froid me permet d'enchaîner directement. C'est mon assistante qui va mettre avec un petit coton-tige. Et là je peux endormir, il n'y a aucune sensation, aucune douleur. Donc voilà, quoi pourrait servir la fraise par exemple. C'est marrant ça. Et donc dans le questionnaire, le parent remplit. J'ai après des sets. Si je vois que le patient joue pas forcément le jeu, ou que même des fois on doit aller un peu vite, j'ai déjà des trucs prêts. Donc allez, aujourd'hui on va aller à la plage. Puis, du coup on regarde l'océan, on regarde les montagnes, ça dépend. Ok. Le but de tout ça, de toute cette démarche, c'est de proposer quelque chose d'un petit peu hors norme, hein, puisque c'est vrai qu'on en discutait, moi je l'ai vu nulle part. C'est pour ça que quand j'ai vu les vidéos sur TikTok, je me suis dit mais wow, c'est quoi ce truc un petit peu, cet ovni? Ouais. Le fait que tu aies créé ça, c'est pour sortir un petit peu du lot, ou alors proposer une expérience un petit peu différente aux patients, ou tu as vu carrément qu'il y avait un manque sur la place de soins? Honnêtement, je pense même pas l'avoir perçu avec une idée, proposition d'offre, marketing, ou même c'est vraiment plus une seconde nature. Tu l'as fait pour toi? Tu t'es dit en te mettant à la place du patient, en disant moi j'aimerais bien qu'on propose ça. Ouais, c'est ça. En fait, il faut savoir que déjà moi, quand je travaillais pendant mes études, que j'ai révisé, j'ai toujours révisé dans des ambiances comme ça. Chez moi, j'avais des LED connectés et des lumières, et je me mettais les petites playlists Lofi, machin, et je travaillais comme ça. Et je suis quelqu'un qui attache beaucoup d'importance à l'environnement de travail.
Parce que l'environnement de travail, le confort de travail apporte un confort mental. Le confort mental permet d'avoir un petit effet tunnel où vraiment on est dedans. Et j'aime bien avoir ces petits trucs de rituel, ces petits trucs qui me mettent dans une ambiance de travail et qui me mettent bien. Je trouve vraiment que travailler dans des mauvaises conditions, que ce soit pour soi ou pour le patient, ça aide pas du tout. Et ça bousille le mental, ça bousille la qualité de travail. Donc déjà, moi, ça me paraissait évident de me dire que je veux un endroit confortable pour moi. À partir de là, je me suis dit, en plus de ça, et c'est une des raisons pour lesquelles je travaille avec les enfants, c'est que je peux garder cette nature un peu créative et l'utiliser au profit de mon travail, qui aurait été peut-être un peu plus gênant. Et au final, avec le temps, on se rend compte que non, les adultes sont demandeurs. Mais je me suis dit, bah, tant qu'à faire, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Mon expérience Disney Cinéma a fait que j'ai eu envie d'intégrer ça. Et donc, vraiment, naturellement, je me suis dit, je vais proposer ça aux patients. L'idée, ça serait de me dire, mon cabinet serait comme une petite attraction. Une petite attraction à sensation, voilà, avec simulation. Et on va pousser le truc jusqu'au bout. Et ça m'aidera à travailler, ça m'aidera à rassurer le patient. Donc, tu crées l'histoire et le patient interagit avec. Ouais, c'est ça. Et je vais, bah là par exemple tout à l'heure t'es venu faire Harry Potter, donc c'est ce que je te disais. Le petit il peut venir et s'il me dit qu'il veut aller à Poudlard, bah on va aller à Poudlard. Et donc là on va mettre Harry Potter au plafond, au mur, on va mettre la musique et puis on va lui raconter l'histoire où il va faire son premier match de Quidditch ou son premier cours de sorcellerie. Mais ça peut être vraiment tout. Et c'est l'avantage c'est un peu un bac à sable qui a été construit, qui fait que une des thématiques que j'aime beaucoup, surtout quand je fais le méopa, c'est la plongée sous-marine. Parce que la plongée sous-marine, c'est déjà quelque chose qui intrinsèquement détend les gens. Beaucoup de gens disent je fais de l'apnée, je fais de la plongée, parce que c'est un aspect vraiment introspection, et on est isolé, et c'est méditatif. Donc j'aime beaucoup l'utiliser quand je fais le méopa, où je dis voilà, là, le méopa, c'est mon kit de plongée, et donc on met le petit masque, c'est vrai, on respire, c'est ça, il y a tout. Et ça ou l'espace, tu vois, c'est les deux trucs qui sont un peu avec la bouteille. Et puis donc du coup je dis on va décoller, il y a la musique, il y a tout, et là le petit part direct. Et il finit, des fois tu me disais, il finit l'histoire à la fin. Ouais, il finit sur Mars. Mais des fois en fait, je finis, et puis vraiment ils sortent, ils vont voir leurs parents et ils disent j'ai vu des martiens. J'ai été sur la lune et j'ai vu ça. Les parents ils disent c'était bien le dentiste, hein, j'aurais bien y aller moi aussi. La légitimité, on n'a pas parlé de ce sujet-là. Toi, tu es jeune praticien. Au début, tu as eu un peu ce côté-là, tu sais, le syndrome de l'imposteur. Comment est-ce que tu présentes les choses? Et puis, en plus, tu travailles avec des enfants, plus parfois avec le regard de l'adulte. Tu te sens un petit peu observé. Au début, tu te dis, ouais, j'ai pas le droit à l'erreur. Est-ce que c'est un piège dans lequel il faut surtout pas tomber? On connaît déjà la réponse. Ouais. Mais comment est-ce que toi, tu as réussi à te détacher de ça? Le plus dur, c'était, on va dire, un peu moralement, j'avais un peu ce truc-là. Surtout quand au début, quand je commençais et que j'avais un cas que je faisais mal. On va dire, surtout à travailler avec les enfants, faire un cas mal, ça va être la perfo, ça va être la douleur. Là, vraiment, on voit que le petit, il a eu mal. Tu sors vraiment avec un poids. Et il y a un peu ce truc-là où tu te poses et tu te dis, si le patient, il n'avait pas franchi ma porte, qu'il a été chez un autre praticien, il aurait peut-être été mieux pris en charge. On va dire c'est la petite spirale dans laquelle j'étais pendant un moment, où j'étais un peu dans ce truc de si c'était pas moi, ça aurait été un autre qui aurait pu faire mieux. Et puis il y a un moment où je me suis dit mais ça aurait pu être quelqu'un qui aurait pu faire pire. Assez simple. Hein. Et avec le temps, je me suis dit surtout déjà il y a deux éléments. C'est que le patient, lui, il te fait confiance. Dans tous les cas, ne serait-ce que pour tes connaissances et pour ce que tu lui apportes humainement, si t'es transparent et que t'es honnête dans ta démarche, il peut t'en vouloir, hein, c'est normal, mais ça dépend du type d'erreur, encore une fois. Mais il sera déjà beaucoup plus tolérant, on va dire, que le patient qui vraiment on lui a rien expliqué, on lui a rien dit, on n'a pas été humain avec lui, et qui va dire en plus ça il m'a raté. C'est vraiment dans la continuité quoi. Il incarne son personnage jusqu'au bout. Donc je me suis dit déjà mets l'accent sur ce que tu maîtrises. Et c'est cet aspect-là justement que je maîtrisais bien, où je rassurais le patient, où vraiment il y avait déjà ne serait-ce qu'une prise en charge du confort de l'enfant. Et ça m'a aidé à me dire, bon bah là je me sens mieux déjà, j'apporte une plus-value qu'un autre dentiste n'apporterait pas. Oui. Donc, premier conseil, c'est quoi la plus-value en tant que praticien que toi tu peux apporter? Ça peut être n'importe quoi, mais te reposer un peu sur ce socle-là pour te dire, ok, bah au moins j'ai apporté ce que l'autre n'a pas apporté, c'est ça. Et après,
comme je t'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'essai-erreur. Ça veut dire, j'avais vraiment, tu sais, tu connais Notion? C'est un truc de regroupement. C'est pas une application. Ouais, c'est ça. C'est un truc de regroupement, un peu de second cerveau, tu vois, où tu peux un peu entreposer tes trucs. Et j'avais vraiment une page dédiée où je me disais bon, bah maintenant, quand j'ai des cas, je vais noter ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a fait que? Est-ce que c'est un souci technique? Et donc dans ce cas, est-ce que ce souci technique est lié à une connaissance que j'ai pas? Il faut l'acquérir. Ou est-ce que c'est un manque de pratique? Bon, bah ça, il y a que la pratique qui pourra m'aider à l'avoir. Et puis ensuite, est-ce que c'est un truc que moi j'ai mal géré? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, etc. Donc cette mentalité fait que ça m'a aidé aussi à me dire ouais, mais t'es là pour t'améliorer. Dans tous les cas, t'es là pour t'améliorer. Derrière, le patient, il s'est pas senti bafoué. Et puis avec le temps, voilà, ça vient. Des erreurs, t'en commettras toujours. Faut accepter ça. Et après, c'est vraiment ce petit, on va dire, cette petite épée de Damoclès de ouais, s'il avait pas été chez quelqu'un d'autre, que j'ai perdu avec le temps. Tu vois. Tu me disais le piège dans lequel il faut pas tomber, c'est d'avoir l'impression que l'œil du patient, c'est celui du prof. Ouais. En fait, quand tu sors de l'externat, t'as un conditionnement qui est t'es jugé sur ce que tu fais. Et je me rappelle, la première fois que j'ai travaillé au fauteuil, j'avais l'impression que mon assistante me jugeait. Et je me suis dit, mais en fait là, elle est en train de regarder ce que je fais, elle va voir que je fais de la merde. Et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas. En fait, déjà, en plus, elle me faisait confiance. Elle voyait ce que je faisais, tu sais, elle regarde pas comment t'as fait ta préparation, elle regarde pas si ta pulpo, elle est bien faite à ce moment-là, elle est là pour t'assister. Évidemment, elle voit si tu travailles de manière totalement désinvolte, vraiment tu dis ouais, je m'en fous, je mets pas ma digue, allez c'est bon, pas mal et tout ça, elles vont le voir. Mais par contre, la partie technique, elle le voit pas du tout. Et même, j'avais un peu de mal au début à dire aux parents reculez un peu. Parce que les parents venaient vraiment se pencher et regarder et tout. Ouais. C'était un peu ce truc-là où je me suis dit, je viens d'arriver, je suis trop concentré sur ma technique à ce moment-là. Peut-être c'est légitime que le parent il soit là, il surveille ce que je fais son fils, sur ce que je fais sur son enfant. Et donc il y avait un peu ce truc-là aussi. Je me disais, ouais, le parent il voit. Pareil, le parent il en a aucune idée. Et il faut se défaire de ce truc. En fait, déjà pourquoi il faut s'en défaire? Parce que les gens n'ont pas tes compétences, ce qui est normal. Et puis en plus de ça, le jugement de l'hôpital est très sévère. Des fois, je voyais des trucs où en réalité, on va dire, tu sais, c'est un peu le fameux 80-20. Tu vois, il y a un moment où, on va dire, sur la majorité de la qualité de tes résultats que tu veux obtenir, tu fais ce qu'on t'a vraiment bien appris dans tes cours théoriques et t'apprends à bien le maîtriser, c'est déjà très bien. Et moi, j'avais un degré à l'hôpital où la moindre bulle sur ton empreinte, la moindre marque qui n'était pas bien préparée à 3 mm, la moindre épaisseur que t'avais laissée, c'était fini. On te tombait dessus, ouais, pourquoi t'as fait ça, c'est pas normal. Là, t'as laissé un peu de tartre. C'est un boulot qui est, on va dire, légitime, qui pour moi n'est pas une bonne approche en termes de pédagogie, mais qui est légitime parce que on doit former des futurs omnipraticiens, donc ils doivent comprendre, même s'ils sont pas capables de le faire encore. C'est obligé d'être exigeant. C'est ça exactement. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment où si tu commences à rentrer dans une rigidité extrême, ben même toi, tu vas pas être satisfait du travail, de ta progression. Ce qui m'avait ouvert les yeux sur ça, c'était à l'hôpital où j'allais travailler juste avec une autre prof, parce que j'avais une prof de prothèse avec qui je travaillais souvent, qui me faisait refaire 2, 3, 4 fois mes empreintes primaires. J'en pouvais plus. Fallait que l'algénate, elle aille bien sous le vestibule, fallait que tout soit bien préparé. S'il y avait la moindre bulle, tu recommençais. Et un jour, j'ai travaillé avec une autre prof. C'est ça qui t'a dégoûté aussi. C'est un peu, ah oui, c'est sûr. Bah, tout comme, je pense, le prat qui a eu son enfant qui a vomi au fauteuil et qui a dit plus jamais je prends d'enfant. Donc c'est normal. Il y a toujours ce truc-là, la première expérience. Bah, tout comme l'enfant qui va venir se faire soigner chez le dentiste et qui va avoir peur. Évidemment que ça joue. Mais après, à partir du moment où tu trouves ta zone de confort, pourquoi forcément en sortir si ça t'as pas de plus-value derrière? Et donc, je suis parti voir cette autre prof. Je lui ai montré mon empreinte en me disant ouais, c'est bon, elle me l'a fait recommencer parce qu'il y a ça. Elle me dit ouais, très bien votre empreinte. Et c'est là où je me suis dit bah oui, en fait, il y a vraiment un degré où l'exigence des profs ne sera pas celle qu'aura le patient. Et le patient, ce qu'il veut, c'est être soigné. Il veut pas que ton bord soit désépaissi de 3 mm, que ton inlay il est telle teinte. Il veut juste un truc esthétique, bien, un bon confort de soin, ne plus avoir mal, un beau sourire. Et donc je me suis dit bah c'est sur ça qu'il faut centrer l'activité. Les enfants sont moins exigeants que les adultes? Ils le sont largement moins, sauf sur la partie esthétique. Parce que c'est très dur. À l'école, il se moque beaucoup d'eux. Les parents, des fois, sont durs avec les enfants aussi. Hein. Ah ouais. Des fois, ils se permettent des remarques. Je me dis, attends, c'est ton fils quand même. Genre. Il veut pas lui dire, hey, regardez, il a les dents tordues, il sourit, on dirait un lapin. Je dis, attends, c'est ton fils.
Tu vas pas lui dire ça. Le socle de sa confiance en lui, c'est toi, et t'es en train de lui faire ça. Et des fois, quand ça va trop loin, je leur dis, mais à l'école, c'est dur. L'école, on le sait, c'est intolérant. Donc, par exemple, le truc le plus récurrent où les enfants sont vraiment demandeurs, c'est, tu sais, les black stains. Donc, les liserés noirs qu'on retrouve sur les dents, Ouais. qui sont dus à des bactéries, une réaction avec le fer qui va créer des teintes très noires, on dirait presque des caries sur les dents. Et ça le fait sur vraiment tous les collets. Et en fait, c'est assez compliqué à prendre en charge parce que ça revient très vite. C'est pas lié à une hygiène bucco-dentaire. Au contraire, on a remarqué que les enfants qui avaient ça étaient moins sujets aux caries. Et en fait, bah, les enfants, ils regardent pas ça. Ils voient juste des traits noirs, ah, t'as les dents noires. Et donc, c'est peut-être le truc où les petits vont vraiment venir d'eux-mêmes à leurs parents, leur dire, ouais, j'aimerais qu'on m'enlève ça. Mais sinon, ils en ont rien à faire. Même tu peux leur mettre une couronne métallique, ils sont contents, ils ressemblent à des pirates. Ils sont contents. Oui, c'est vrai. Il y en a qui sont demandeurs d'appareils dentaires aussi. C'est vrai. À l'adolescence. À l'adolescence, ils veulent, ou alors parce que la grande sœur en a un et ils trouvent ça cool, ah, j'aimerais bien en avoir un. C'est vrai, mais c'est plus pour l'aspect appareil en lui-même que l'aspect je veux les dents alignées. Ok. Il y a d'autres sujets que tu voudrais aborder? Je pense qu'on a globalement fait le bon tour. hein. Franchement, s'il y avait un truc de cet échange sur lequel j'insiste, pour tous les praticiens, c'est que si vous gérez l'anxiété d'un patient, la prise en charge, l'aspect humain, vous facilitez vous-même la prise en charge et vous faites un bon gros pourcentage du travail déjà. Donc le fameux 80. Le fameux 80. Oui, s'il y a une petite question. Du coup, tu dis que les enfants, effectivement, ils vont pas regarder ton travail, ils vont juste voir si c'est joli ou c'est un peu esthétique, etc. Est-ce que ça veut dire que tu es un petit peu rapide parfois sur certains soins, ou est-ce que tu te dis de toute façon c'est une dent de lait, je vais pas forcément faire un joli point de contact? C'est le truc que tu peux avoir au début. Au début, tu te dis bon, allez, mon travail il est fait, j'ai enlevé la carie, je mets mon CVI, c'est bon. Puis 1 an d'expérience te montre qu'il faut pas avoir ça, parce que un manque d'étanchéité, un manque de confort, une inflammation, et là tu te retrouves avec tout ce que tu as fait comme travail, tu dois extraire les dents, puis tu dois l'expliquer au patient. Il va dire, ouais, bah oui, c'est parce qu'il y avait ça, là ça a repris. Donc, plus le temps passe, alors j'en suis pas encore au stade où je fais des composites sur des 54, mais par contre, je vais faire, j'essaye vraiment d'avoir de la CPP zircone qu'on a mis en place pour les gros cas, pour qu'il y ait quand même un truc bien préparé, une bonne préparation de couronne. J'essaye de faire le point de contact. Déjà, je travaille forcément sous digue. Pour le confort du soin du patient, même pour toi-même, je trouve que la digue. Et pourtant, à l'hôpital, je me disais, quand j'étais en pratique, j'en mettrais jamais. Parce que c'était tellement chiant. Et en fait, tu fais une pulpo sans digue et tu te rends compte. Et tu te dis, ok, j'en ai besoin. Donc, je travaille forcément avec la digue. Et au final, je me dis, bah, je vais faire les mêmes trucs que je fais avec les adultes. Parce que même si un jour je devais refaire ma pratique, ou revoir ma pratique, on sait pas, avec des adultes, bah, que je sois pas perdu. Donc, je vais faire mon matrissage, je vais faire mes qualités de soins, je vais polir. Et puis non, les patients sont contents. Alors, le petit le voit pas. Le parent le voit. Le parent est très satisfait quand tu vois qu'il vraiment t'as fait un effort pour ça, que t'as pris le temps de polir le CVI, que t'as pris le temps de lui présenter un truc. Pour les composites antérieurs, j'en fais beaucoup parce que les traumas ils sont fréquents. Pareil, j'essaie vraiment de faire un truc en esthétique. Dr Ouladiaf qui ici est bien calé en esthétique, donc vraiment je vais me renseigner du côté esthétique. Elle me donne vraiment beaucoup de conseils pour avoir un truc bien poli. Donc non, j'essaie vraiment de prendre les cas comme des vrais cas d'adultes que je prendrais et que je dois vraiment... parce qu'en plus, quand tu prends le petit de 4 ans, c'est ce que je dis aux parents d'ailleurs pour leur dire qu'il faut pas négliger, jusqu'à 12 ans, il va rester avec cette denture. Tu vois, même des fois un peu plus. Donc je me dis, même pour moi, en termes de confort, parce que le patient sur qui il va se tourner si ça se passe mal, c'est vers toi. C'est toi qui as fait le travail, c'est toi qui dois réparer. Et moi, je supporte pas la politique de je me débarrasse, aller voir ailleurs. Donc ça veut dire il faut assumer jusqu'au bout. Donc, quand tu as fait 1 an, 2 ans, tu te dis ouais, vaut mieux prendre ça au sérieux pour que il y ait une pérennité sur le long terme. Ok. Je partage en tout cas cette vision. Merci pour le temps que tu nous as accordé, Moussa. Merci à toi. Très sympa, bonne ambiance. Ce cabinet, franchement, même pour un praticien externe, on va dire,
le voir, c'est quelque chose, c'est impressionnant. C'est bien ce que vous avez réalisé. Je trouve que ça apporte une jolie plus-value. Et ça manque. Donc il faut probablement s'en inspirer. Et puis voir aussi comment s'améliorer dans sa pratique au quotidien, comme on en a parlé. Il y a des pistes d'amélioration qui sont assez faciles à mettre en place. En soi, c'est pas Bien sûr. le bout du monde. Bah encore une fois, si vous voulez juste, pas la peine de rentrer dans les lumières connectées. Hein. Vous mettez une enceinte ou juste le son de l'ordinateur avec un bruit de rivière, un bruit de pluie, vous avez déjà un truc. Et vous tamisez une lumière et c'est bon. Clairement. Merci beaucoup. Et puis probablement si amélioration ou changement d'ambiance de cabinet, on repassera et puis il y aura peut-être d'autres nouvelles d'ici là. Bah écoute, avec grand plaisir. Merci pour ton temps, merci pour ton intérêt, d'avoir mis un peu la lumière sur. Déjà, merci pour ton travail de mettre la lumière sur les dentistes de manière générale, parce que comme tu me l'as dit en off, le dentiste il a une très mauvaise image, très mal perçue. Et il faut soigner ça et se dire que derrière, il y a des gens qui sont passionnés et qui veulent fournir quelque chose de qualitatif pour leurs patients. Donc il faut communiquer sur ça. Donc merci pour ton travail, pour ton intérêt et tu seras toujours le bienvenu. C'est gentil. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt.